Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Coldwell Banker, l'excellence immobilière. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo de Radio J. Aujourd'hui, on va aborder un sujet de société majeur qui touche des millions de Français, le mal logement. Et c'est à l'occasion de la publication, il y a quelques jours, du 30e rapport de la Fondation pour le logement des défavorisés, l'ex-fondation Abbé Pierre. Alors, on va le dire clairement, le constat est alarmant. 350 000 personnes sont sans domicile fixe, 19 000 expulsions locatives l'an dernier, un effondrement du logement social, une précarité énergétique galopante. Ces chiffres montrent que la crise du logement s'aggrave d'année en année. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités qui connaissent bien ces problématiques. D'abord, bonjour Corinne Joly. Bonjour, Présidente de particulier PAP.fr. Éléonore Slama, elle est maire adjointe du 12e arrondissement de Paris en charge du logement. Bonjour Éléonore. Bonjour Marc. Et enfin Norbert Fanchon, président du directoire du groupe Gambetta. Bonjour Norbert. Bonjour Marc. Alors on va commencer avec vous, Éléonore Slama. Vous êtes en charge du logement à la mairie du 12e arrondissement de Paris. Comment expliquez-vous que la crise du logement soit aujourd'hui si grave ? Qu'est-ce qui bloque ? Alors, cette crise, elle s'aggrave. Elle est très grave et elle s'aggrave encore. Alors, bien évidemment, elle est multifactorielle, mais elle repose d'abord peut-être sur un manque de logements, et en particulier de logements abordables. L'État ne joue pas suffisamment son rôle, stop and go permanent, renoncement, coupes budgétaires. Alors qu'on a 4,2 millions de personnes qui sont aujourd'hui mal logées, eh bien, le logement n'est toujours pas au cœur de nos priorités politiques. Un exemple concret, le fonds FNAP, le Fonds national des aides à la pierre, n'est plus abondé par l'État depuis 2018. Et en même temps, eh bien, nous avons des Français qui consacrent une part de plus en plus importante de leur budget à la question du logement. Puis moi, il y a un chiffre qui m'a quand même un peu alertée, c'est par exemple l'augmentation très significative de la facture énergétique, avec un chiffre. On a en 2024 30% des ménages qui déclarent avoir souffert du froid, ouais. contre seulement c'est déjà beaucoup, mais 14% en 2020. C'est-à-dire qu'en 4 ans, on a pris plus de 15 points. Il y a aussi un manque de construction, non ? Il y a un manque de construction, bien évidemment. Aujourd'hui, tous les signaux sont au rouge. Le logement est devenu un luxe alors qu'il devrait bien évidemment être un droit fondamental. Alors Norbert, on évoque ce manque de logement, de construction par exemple, et de soutien public. Est-ce que vous partagez ce constat ? Alors, le premier constat, c'est qu'on n'est plus dans le mal logement, je crois qu'on est dans le non-logement. Le mal logement, on en parle depuis un certain temps, maintenant on est dans le non-logement, parce qu'effectivement, il y a un déficit dans la construction neuve. Il y a un courant qui pense que 400 000 logements neufs par an, 450 000, c'est beaucoup trop. Et qu'il faudra en faire 100, 150 000, et que le sujet, c'est plus la construction neuve. Moi, je m'oppose à cette idée-là, et pour un peu dire les choses, le président de la République a déclaré la semaine dernière plug, baby plug. Moi, j'aurais préféré qu'ils disent built, baby built, pour faire un peu d'anglicisme. Mais on voit bien dans ce courant de pensée, quand elle est exprimée par le président de la République, que son sujet, c'est plus la tech, c'est plus les startups, que l'intelligence artificielle. Un sujet fondamental qui est le logement. L'intelligence artificielle, forcément. Les data centers, forcément. Mais avant, il faut loger les Français, et il faut loger les Français dans le neuf, et on a un vrai déficit de construction. C'est quoi, selon vous, les principales entraves, justement, à la production de nouveaux logements ? La première, c'est de dire on n'a pas besoin de logements neufs, on va réhabiliter. Réhabiliter, c'est bien, mais réhabiliter où, pour qui, pourquoi ? Et à quel prix ? Est-ce que ça a du sens ? Et donc, aujourd'hui, les Français veulent vivre dans les métropoles. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Mais en tout cas, c'est là où on a le travail, les services, l'éducation. Et donc, il faut construire dans les métropoles. Et puis, le deuxième frein, il est politique. Les maires ne veulent pas, aujourd'hui, de logements neufs. C'est plus simple de ne rien faire que de faire. Et donc, on a un vrai sujet d'appropriation politique du logement. Désolé. On reviendra là-dessus avec Éléonore Slama dans quelques secondes. Mais Corinne Joly, j'avais envie de vous entendre. Moins de logements neufs, c'est aussi une tension accrue sur le marché locatif. Quels sont pour vous les impacts concrets pour les locataires qui cherchent un logement ? Concrètement, se trouver un logement, notamment dans les métropoles, c'est le parcours du combattant. On va donner un chiffre simple. Aujourd'hui, une annonce de location pour un studio publié sur PAP.fr sur Paris ou une métropole, c'est facilement plusieurs centaines de contacts en quelques heures.
Donc il y a une compétition extrême entre les locataires et toutes les conséquences qui vont avec. Bon, certains ne trouveront pas, donc vont s'éloigner de leur lieu d'études, de leur lieu de travail, et des fois s'éloigner énormément. Certains vont falsifier certaines de leurs pièces. Voilà, on sait que c'est une pratique qui s'est quand même répandue. Enfin, c'est la guerre pour trouver un logement. Et évidemment, ça pâtit le plus aux personnes qui n'ont pas le dossier rêvé. Donc, si vous n'avez pas de garant, si vous n'avez pas de revenus, forcément, le sacro-saint CDI, voilà, si vous êtes freelance, etc., tout ça, ça va être des situations très, très compliquées. Il y a de plus en plus de débrouilles sur le logement. Il y a plein de chiffres qu'on atteste. De plus en plus de jeunes qui vivent chez leurs parents, qui sont obligés finalement de retourner des fois chez leurs parents, par exemple en cas de séparation. Donc, voilà, des gens qui sont aussi plus mal logés. Donc voilà, c'est ça toutes les conséquences Il y a un autre du point manque d'offres. qui revient dans ce 30e rapport, c'est la situation des personnes en situation de handicap. Donc en fait, je souhaiterais savoir, Corinne, pourquoi en fait il y a tant de propriétaires qui hésitent encore à louer à ce public ? En fait, c'est un phénomène mécanique, c'est-à-dire que c'est pas tant que ça les personnes en situation de handicap qui sont visées, c'est quand on a 600 dossiers, on prend pas forcément les dossiers atypiques. Une personne en situation de handicap, ça peut faire peur à un propriétaire, il peut se demander si son logement est adapté et s'il risque pas d'être obligé d'avoir des travaux, il peut avoir des craintes sur la situation financière, sur la solvabilité, qui peuvent être erronées parce que beaucoup de ces personnes ont le droit à des aides qui sont du coup très stables. Donc ce n'est pas forcément légitime, mais quand vous avez 500 dossiers, vous prenez juste le dossier le plus qui vous semble le plus banal, safe. Voilà, la personne, elle a 3 fois le revenu, elle a des garants, etc. Quand on a l'embarras du choix, c'est une mécanique classique. Donc les propriétaires vont juste pas forcément prendre le risque et se dire tiens, je vais prendre ce dossier-là, il est atypique parce que la personne est en situation de handicap, mais je vais me lancer là-dedans. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait pas quand on a autant de candidatures. Éléonore Slama, qu'est-ce qu'elle peut faire une mairie pour faciliter le logement des personnes en situation de handicap? Alors on l'a dit, se loger devient de plus en plus difficile pour les Français, mais en effet pour les personnes en situation de handicap, c'est encore pire. Elles ont déjà des difficultés accrues, 26% de pauvreté, 300 € de moins de revenus médians que le reste de la population et vous l'avez un petit peu dit, des discriminations dans une société qui est d'abord pensée pour les valides. Alors, comment une collectivité comme Paris peut agir là-dessus ? Déjà, en faisant que tous les nouveaux logements, dans toutes les nouvelles constructions, tous ces logements puissent être adaptés. On était avant à 100% de logements adaptés dans les nouvelles constructions et ce chiffre a baissé puisque maintenant, l'obligation n'est plus que de 20%. Voilà. Donc, c'est déjà une première chose, imposer un nombre conséquent, la totalité de nouveaux logements dans les nouvelles constructions. Et puis, c'est aussi, bien sûr, permettre l'adaptation des logements existants et une vraie adaptation. Et pour ça, il faut vraiment sensibiliser l'ensemble des acteurs et l'ensemble des chaînes. Et puis, un sujet qui, moi, me paraît essentiel et tout bête, c'est par exemple réduire les pannes d'ascenseur. Et je me réjouis qu'il y ait une proposition de loi qui vient d'aboutir à l'Assemblée, qui n'a pas encore abouti, mais qui suit son chemin législatif, justement pour obliger les bailleurs d'avoir des réponses, parce qu'il ne faudrait quand même pas que le logement des personnes en situation de handicap se transforme en prison. Et là, on est sur du très concret, mais qui a un impact réel sur la vie des gens. Norbert Fanchon, votre avis, 20%, c'est, je suppose, pas suffisant selon vous de logements adaptés? Je ne peux pas forcément être d'accord avec ce que vient de dire Éléonore, mais un handicap, il y en a plusieurs, ou des handicaps, il y en a plusieurs types. Alors on est tout de suite, quand on a l'idée ou l'image du handicap, de la personne en fauteuil roulant. Mais il n'y a pas que la personne en fauteuil roulant. Le neuf a fait beaucoup de progression depuis 20 ans, notamment par la réglementation et la norme, sur l'accessibilité des logements, l'accessibilité des bâtiments. En ville, on ne le voit pas forcément parce qu'on est tout de suite sur la rue, mais beaucoup des produits qui sont construits avec des cheminements, avec des accès piétons, sont aujourd'hui totalement accessibles en fauteuil roulant. La vraie question, c'est l'intérieur du logement. À l'intérieur du logement, on a progressé, les balcons sont accessibles, les boutons électriques ont été baissés. Le vrai sujet, et c'est là où on est passé de 100 à 20%, et moi je considère que le 20% est largement suffisant, c'est la taille des toilettes. Est-ce que le WC est handicapable ou pas? Et pour moi, on était passé sur un avantage qui était supérieur à l'inconvénient. C'est-à-dire qu'on construisait des WC qui faisaient 5-6 mètres carrés pour des séjours qui en faisaient 20-22. Et donc, on avait des WC beaucoup trop grands pour la plupart des valides
et des séjours beaucoup plus petits pour la plupart des valides. Et donc, moi, je considère que le 20-100% était une bonne mesure de revenir à 20%. J'entends qu'on pourrait faire plus. Je suis évidemment pas d'accord. Et Éléonore Slama, on vous écoute. Non, je suis Pourquoi évidemment vous êtes pas pas d'accord. d'accord ? Et puis en plus, il faut quand même penser que la population en général vieillit. Et donc, il faut adapter nos logements au handicap, mais aussi au vieillissement de la population. Et aujourd'hui, on a clairement des gens qui ne peuvent même plus utiliser leur salle de bain, leur sanitaire. Et c'est pas possible. Donc, il faut, je crois vraiment remettre cette barre de 100% et non plus 20%. Corinne Joly, un commentaire peut-être sur ce que vous venez d'entendre ? Je pense que c'est des solutions où il faut trouver en général des compromis entre la faisabilité, parce que tout ça a un coût aussi. Donc, et là, dans le logement, on est dans une telle situation qu'il y a obligatoirement de l'arbitrage. C'est-à-dire c'est comme pour la rénovation énergétique. On a d'un côté des objectifs qui sont louables et que tout le monde aimerait atteindre, et de l'autre, des problèmes de faisabilité et de financement. On n'est pas dans une période où l'argent coule à flot. Donc, je pense qu'il faut étudier l'ensemble des sujets, voir ce qu'on peut financer et dans quel ordre on le finance. Merci à tous les trois. On marque une pause, le temps de découvrir l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours de Helix Assurance, votre expert en économie. Helix Assurance sur mon-assurance-emprunteur.fr. Et aujourd'hui, on revient sur une décision du tribunal de Nice qui a condamné un club sportif à cesser l'exploitation de ses 2 terrains de paddle pour seulement sous astreinte de 600 € par jour, qui estimant que l'activité génère un trouble anormal du voisinage, les nuisances sonores amplifiées par des horaires étendus et l'utilisation de projecteurs surpuissants perturbent gravement la quiétude des riverains, certains habitants à moins de 2 mètres de ces terrains. Cette décision étayée par des constats d'huissiers et des expertises acoustiques rappelle que même un sport en plein essor comme le paddle doit impérativement respecter des normes de voisinage sous peine de sanctions juridiques. L'info du jour vous a été présentée avec le concours de Helix Assurance. Vous payez trop cher pour votre assurance de prêt immobilier? Avec mon-assurance-emprunteur.fr de Helix Assurance, comparez, changez et économisez jusqu'à 15 000 €. Simple, rapide et 100% en ligne. Helix Assurance, votre expert en économie. mon-assurance-emprunteur.fr. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on se retrouve dans le Club Imo pour parler du mal logement à l'occasion de la sortie récente du 30e rapport de la Fondation pour le logement des défavorisés, l'ex-fondation Abbé Pierre. On est là pour en parler avec Corinne Joly, présidente de PAP, Norbert Fanchon, président du directoire du groupe Gambetta, et Éléonore Slama, qui est maire adjointe de Paris 12e. Bonjour à tous les trois. Alors, on a un autre chiffre frappant dans ce rapport, c'est 2,7 millions de ménages en attente d'un logement social, mais une production qui chute année après année. Éléonore, pourquoi la construction, pourquoi est-ce qu'on ne construit pas plus de logements sociaux malgré une demande aussi forte ? Oui, c'est absolument aberrant, Marc, vous l'avez dit, 2,7 millions de ménages qui sont en attente d'un logement social et en même temps une production qui s'effondre. On était à 124 000 nouveaux logements sociaux en 2016 et on est passé à 84 000 en 2024 et on pense aller vers les 70-72 000 dans les prochaines années. Pourquoi ? Parce que les finances des bailleurs sociaux, elles sont étranglées aujourd'hui par la réduction des aides à la pierre, j'en parlais tout à l'heure, mais aussi par la baisse imposée des loyers avec la RLS. Cela représente une perte tout de même d'1 milliard d'euros dans les finances des bailleurs, donc ce n'est pas rien. Et puis, on l'a un peu dit aussi, il y a la stigmatisation du logement social qui est un frein aujourd'hui sur certains territoires. Il faut absolument réhabiliter son image et en faire, bien sûr, un pilier de la mixité sociale. Aux Pays-Bas, par exemple, 30%... Vous aimez bien les Pays-Bas. Oui, aux Pays-Bas, 30% des logements sont sociaux. En France, on stagne autour de 17%. Et pourtant, investir dans le logement social, c'est tout à fait pertinent. C'est un modèle pour vous, ce qui se passe parce qu'aux Pays-Bas, il y a une loi qui est en préparation justement pour... Alors moi, je prends toutes les bonnes idées partout où elles se situent. Il y a des très bonnes idées aussi en Allemagne, aux États-Unis, etc. Et aux Pays-Bas, oui, il faut pouvoir s'inspirer de ce qui peut se faire partout. En attendant, aux Pays-Bas, il y a encore un problème de financement puisqu'ils cherchent quand même 3 à 5 milliards d'euros
pour pouvoir financer ce qu'ils veulent Oui, faire, notamment mais ce que je veux un dire par rapport plafonnement, au logement social, c'est une solution. Ce n'est pas qu'un coût. Chaque euro investi dans le logement social, il génère plus du double de retombées économiques pour le territoire. Donc c'est aussi un élément à prendre en compte. Alors, Norbert Fanchon, construire des logements sociaux est une décision politique, mais aussi économique. Pourquoi les promoteurs ne construisent pas plus de logements sociaux face à une demande aussi forte des ménages modestes? Je ne suis pas sûr que la temporalité soit la bonne. D'ailleurs que pendant des années, on a construit beaucoup de locatifs, ce qu'on va appeler privés, parce que le segment, le marché du logement, en fait, c'est plusieurs segments qui viennent, qui sont un parcours résidentiel pour les Français. On est d'abord le locataire dans le logement social, on passe dans le parc privé, et puis ensuite on devient accédant à la propriété, et puis on va acheter plus grand, on va améliorer son pouvoir d'achat. Donc en fait, il faut alimenter tous les segments. La relance du logement social, la production neuve, elle date de Marie-Noëlle Lienemann dans les années 90, mi-90. Éléonore rappelait que le gouvernement, depuis 2017, prenait chaque année 1,3 milliard pour ajouter un C. Maintenant, on est parti à 1 milliard, maintenant on est à 1,3 milliard. Il y a un pacte qui a été signé récemment entre l'Union HLM et la ministre Valérie Létard on baisse cet impact financier de 200 millions et en échange, les bailleurs sociaux vont produire 20 000 logements en plus, donc un objectif de 200 000 logements. Donc on va remonter en termes de production de logements social. La crise que l'on vient de vivre sur le neuf, la disparition de l'investisseur privé, va faire revenir les institutionnels comme CDC Habitat, comme Action Logement, sur ce qui s'appelle le locatif intermédiaire, mais c'est l'équivalent du locatif privé. Et donc, on est en train, depuis 10 ans, de voir une transformation du marché et donc une réorientation effectivement vers le locatif privé. Peut-être qu'on est allé trop loin, peut-être que globalement, on ne produit pas assez de logements. Hein, c'était le sens de mon propos tout à l'heure. Moi, je suis le spécialiste, en tout cas, c'est comme ça que je me définis, de l'accession à la propriété. Donc, je me focalise sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, on fait de l'accession parce qu'on arrive à faire bénéficier à nos clients d'une TVA réduite. Tout ce qui amène un gain de pouvoir d'achat sur la TVA réduite, sur l'accession sociale, est toujours le bienvenu. Corinne Joly, de nombreux ménages, faute de logements sociaux, se tournent vers le privé. Quels sont les blocages, selon vous, que vous voyez ? Évidemment, le premier blocage, c'est le niveau des loyers, qui est quand même, pour toutes les zones tendues, très élevé par rapport aux revenus. Sur les 20 dernières années, les loyers et les prix à l'achat aussi, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, c'est un mécanisme qui concerne aussi les prix à l'achat et donc l'accession à la propriété. Ça a augmenté beaucoup plus vite que les revenus et la part du budget du logement dans le budget global d'un Français a explosé. Donc, c'est le prix, le premier problème. Et puis le deuxième problème, quand on est dans le parc privé, c'est la qualité du dossier et notamment le sujet souvent des garanties. Donc, pour ça, il y a quand même le dispositif Visal qui existe, qui marche plutôt bien, mais qui n'est pas encore complètement connu. C'est-à-dire que nous, les dernières études qu'on fait auprès des propriétaires à ce sujet montrent qu'il y a encore un ensemble de propriétaires qui vont privilégier ce qu'on appelle les garants physiques. Donc souvent, les parents, c'est vrai que quand vous êtes, mettons, une mère avec 2 enfants, vous commencez à en avoir un petit peu marre d'appeler vos parents pour se porter garant pour votre logement. Donc, c'est la question de la qualité du dossier. Je pense que Visal mérite d'être plus connu. En tout cas, moi, je pense qu'il ne faut surtout pas le toucher ou changer son nom. Je le dis parce que ce genre de dispositifs met des années à être connu et accepté et que les clients aient des retours. Exactement. Pour le coup, c'est un dispositif sur lequel les propriétaires nous font des bons retours. C'est-à-dire que ceux qui y ont eu affaire trouvent que ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, mais il faut le temps qu'ils puissent le dire à tout le monde, etc. et que ça passe. Donc vraiment, ce dispositif... de la stabilité, ne pas y toucher, ne jamais le renommer. Alors, j'y tiens parce que souvent, on aime bien mettre sa petite patte et dire « Allez, on va reprendre ça ». Non, ne changez pas son nom. Corinne, il y a un autre chiffre qui apparaît en gros dans ce rapport de l'ex-fondation Abbé Pierre. 19 000 ménages ont été expulsés en 2023. C'est un record historique. Comment on explique cette explosion ? Alors déjà, je voudrais dire que ce n'est pas une explosion. C'est-à-dire que c'est une augmentation progressive, mais ça fait 20 ans que ça augmente les expulsions. C'est-à-dire qu'en 2000, on était autour de 6 000, en 2010, autour de 10 000, en 2020, 13 000. C'est quand même une explosion. Oui, mais c'est pas non plus un phénomène qui débarque. Et c'est tout le malheur du logement. C'est que souvent, dans le logement, il se passe rien de dingue d'une année sur l'autre. Il y a une inertie dans le logement, donc... Et c'est son malheur, parce que c'est souvent ça qui fait qu'on n'en parle pas assez par rapport à la gravité du problème, c'est que souvent les évolutions sont un peu lentes. Donc cette évolution-là, elle va avec tout le reste.
il n'y a pas assez de logements, les revenus n'ont pas suivi, donc il y a de plus en plus de Est-ce que locataires pas est-ce que solvables. c'est un effet de la loi Casbarian-Berger qui... Je pense Qui pas que explique- cette non. loi-là soit Elle a un effet ou le pas, selon phénomène majeur qui joue. Le phénomène majeur qui joue, c'est la difficulté de solvabilité des locataires par rapport à leur loyer. Enfin, je pense que c'est ça qu'augmente depuis des années, qui n'a pas fini d'augmenter, et on peut pas tout mettre sur le compte de cette loi non plus. Il y a une lame de fond qui est quand même plus grave que ça. Éléonore Slama, les mairies sont souvent les derniers remparts pour éviter les expulsions. Oui, tout à fait. Alors, nous, on essaye d'agir là-dessus sur tous les fronts. Déjà, comme on l'a dit, en créant du logement abordable, en encadrant les loyers, parce que c'est quand même quelque chose d'important, en luttant aussi contre les dérives des meublés touristiques, et puis bien sûr, en mobilisant le logement vacant. Mais il faut aussi agir sur le non-recours au droit, qui est aujourd'hui un vrai fléau en France. Et puis, moi, par exemple, dans le 12e, j'ai mis en place les réunions de prévention des expulsions, où je réunis tout un tas de partenaires, où on essaye justement d'intervenir le plus en amont possible pour aider éviter, à épurer les dettes et puis accompagner ces foyers-là. Mais l'État doit assumer ses responsabilités, et je pense malheureusement que cette loi Casbarian-Berger ne va absolument pas dans le bon sens. La rue, ça ne peut pas être une réponse politique. Chaque expulsion, honnêtement, c'est un échec collectif, et expulser des familles, c'est vraiment briser des vies. Il faut en avoir conscience, il faut tout faire pour les éviter et accompagner les gens bien en amont. Norbert, en une phrase, qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer l'accessibilité du logement en France ? En deux phrases, allez. Faire l'inverse de ce que l'on fait jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on réglemente, on encadre, on norme. Il faut libérer, faciliter, simplifier. Corinne Joly, le mot de la fin, pareil, une mesure concrète pour améliorer l'accessibilité du logement en France. Alors, je vais plutôt demander une mesure long terme qui est vraiment oubliée, c'est quand même de se pencher sur la question de l'aménagement du territoire, parce que là, on ne parle que des zones tendues, mais il faut aussi savoir qu'en France, il y a un paquet de zones pas du tout tendues qui sont en train de devenir complètement désertiques, les déserts médicaux, les écoles, etc. Si on veut améliorer la situation des zones tendues, il faut aussi rééquilibrer le territoire et faire en sorte qu'une partie de la demande ait lieu dans des zones où pour l'instant le logement est accessible, parce qu'il en reste un certain nombre en France. Pourquoi ces zones actuellement voient toute leur population partir ? Merci Corinne Joly, présidente de PAP. Merci à vous Norbert Fanchon, président du groupe Gambetta. Et merci enfin à vous Éléonore Slama, maire adjointe de Paris 12e. Voilà, le Club IMO, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir demain à 16h05 sur Radio J. Le Club IMO Radio J vous a été présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Découvrez les propriétés proposées par Coldwell Banker, un des grands leaders mondiaux de l'immobilier de luxe sur coldwellbanker.fr. Coldwell Banker, l'excellence immobilière.